Bonjour tout le monde! Dans l'essai de la RSV4, je vous ai parlé d'une machine qui a vécu littéralement la même histoire que l'hypersportive italienne. Les deux motos ont été rivales pendant plus de 13 ans et aujourd'hui nous allons parler de cette sportive allemande légendaire, la BMW S1000RR. Il y a des jours où tout va mal. Comme ça, vous le savez, vous vous réveillez le matin, vous cognez l'orteil sur le lit, il pleut, vous n'avez pas pris votre parapluie, vous ratez votre transport en commun, bref, l'horreur. Mais il y a d'autres jours où tout semble s'aligner parfaitement. Et quand j'ai appris que l'un de nos partenaires, Espace Murit, vous les connaissez bien, c'est les copains Yamaha, Kawasaki, Ducati et KTM, avaient dans leur stock de machines d'occasion cette merveille, et ben moi j'ai sauté dessus, j'en ai profité, hein. Encore une fois, n'hésitez pas à aller les voir, c'est une super équipe avec vraiment des professionnels ultra à l'écoute et qui sauront vous conseiller la machine qu'il vous faut, et voire même des fois pas nécessairement celle des principales marques qu'ils vendent, exemple juste là. Bref, on y va. Comme je vous l'ai dit dans mon intro très concise mais brillante, la S1000RR et la RSV4 ont partagé une rivalité commune pendant plus de 13 ans. Et à mon avis, de ce qu'on en voit, les choses sont pas prêtes de s'arrêter. Mais il y a un peu d'histoire quand même, donc en étudiant émérite du monde de la moto, devrait se pencher un petit peu sur ce qui a été une des motos tournantes de l'histoire de BMW en tant que créateur de motocyclettes. Bien évidemment, on pourrait parler du fabricant allemand pendant des heures, parce que BMW a énormément influencé, contribué et développé le monde de la moto. La première machine est apparue aux alentours des années 1920, et depuis il y a eu énormément de machines avec le logo blanc et bleu estampillé sur elles. Mais toujours est-il que BMW a toujours été connu pour une architecture moteur particulière, le flat twin. J'ai fait une vidéo sur la BMW 1250 GS, les technologies qui l'accompagnent, et je parle du Boxer, donc vous allez la regarder la vidéo. Je sais pas où elle est, mais en tout cas, allez la regarder. Donc, comme je disais avant d'être distrait, le flat est un des traits les plus reconnaissables, une des marques de fabrique finalement de BMW, mais ce n'est pas la seule architecture moteur que le fabricant allemand a utilisée. On a eu quelques 3 cylindres dans la gamme K, et surtout des 4 cylindres, et c'est plutôt ça qui nous intéresse. Alors, il y a véritablement eu 3 gammes qui ont reçu ce type de moteur. On a eu d'un côté la K1200LT, qui était une concurrente à la Goldwing, et si elle faisait le même poids, ça explique un peu l'intérêt des gens pour la musculation dans les années 90, Arnold Schwarzenegger n'a rien inventé a priori. Et il y a 2 autres motos qui ont reçu ce type d'architecture, la K1200S et la K1200R. Ces motos sont devenues, à l'époque, les machines de série les plus puissantes jamais construites par BMW. 167 chevaux pour la Sport GT, 163 chevaux pour le Roadster. Des valeurs gigantesques qui ont propulsé BMW dans une nouvelle ère où le mot puissance n'était pas murmuré de façon un peu honteuse. Elles ont évolué un petit peu plus tard dans les colossales K1300S et K1300R, qui ont essayé d'être des rivales directs aux légendaires Hayabusa et Beking, les reines absolues en termes de puissance et de couple dans leurs catégories respectives à l'époque. Mais il y a toujours un mais, après tout ce que je raconte, vous devriez le savoir maintenant, BMW a conservé ses racines. Beaucoup de confort, énormément d'options pour vous permettre de créer la machine qui vous convient, et globalement, un compromis comme seul BMW sait en faire quasiment. Mais comme Scorpion aime à nous le rappeler, c'est une référence de vieux, le vent du changement est toujours tapis, prêt à souffler. Et en 2009, ce n'est pas une gentille brise qui est passée au travers des portes, mais un ouragan très enragé qui a littéralement retourné à l'envers l'intégralité du monde de la moto. La BMW S1000RR. Ce truc a été un choc pour n'importe qui lié de près ou de loin au monde de la moto. BMW ne sont pas juste allés chercher un nouveau segment de marché, non. Ils ont profondément redéfini la façon comme ils voyaient l'industrie de la moto et ont écrit à ce moment-là une nouvelle page de leur histoire qui allait durer très longtemps. La S1000RR n'était pas juste une simple hypersport. C'était le moteur le plus démoniaque et terrifiant que n'importe qui aurait pu imaginer à l'époque. 999 cm3 de cylindrée dans un 4 cylindres en ligne qui développait plus de 193 chevaux. C'est à ce moment-là que les équipes japonaises ont failli s'étouffer en buvant leur thé. Une insulte suprême pour le pays qui avait jusque-là produit les hypersports les plus puissantes, et BMW venait juste de les ridiculiser.
Et vous savez le truc le plus drôle, c'est que lorsqu'on mettait cette machine sur des bancs de puissance, la plupart des gens, et même de la presse, se sont rendus compte qu'elle sortait des valeurs de puissance plus élevées que ce que BMW avait annoncé. Hallucinant. Un châssis en aluminium gigantesque avec un bras oscillant qui ressemble plus à ce que vous pouvez trouver sur des machines de superbike, une énorme fourche inversée de 46 mm, de la technologie comme le monde n'en avait encore jamais vu jusque-là, et un look qui était clairement là pour laisser tout le monde sur le cul. La S1000RR a pris les cartes, a mélangé le paquet et l'a brûlé avec les gaz de son échappement. Plus rien n'allait être pareil, et vous connaissez très probablement la suite de l'histoire. La RSV4 et la S1000RR ont partagé les 2 premières places du podium des sportives les plus désirées pendant très longtemps. Il a fallu presque 10 ans aux équipes du Japon pour préparer leur contre-attaque, et le missile bavarois a eu le temps de s'affiner et d'évoluer. Ce qu'on a aujourd'hui devant nous est la 2e génération de la BMW S1000RR, plus puissante, plus technologique, elle m'invite littéralement à l'essayer et je meurs d'envie de vous montrer de quoi elle est capable. Bon, je me sens un peu comme un gamin le jour de Noël en ce moment. Dire que j'ai de la chance, c'est même un peu un euphémisme. Avoir 2 hypersportifs comme ça à la suite, l'une après l'autre, c'est assez incroyable. Et je pense qu'effectivement, chanceux, c'est peut-être même un tout petit peu un euphémisme. Alors, qu'est-ce qu'on a là aujourd'hui? C'est assez intéressant parce que ceci n'est pas la toute dernière BMW S1000RR. Non, il s'agit de la 2e version, celle qui est arrivée avant la toute dernière, sortie en 2020. Et cette machine est très intéressante pour plusieurs raisons et même meilleure que la 3e version sur certains aspects. On en parlera un petit peu après. Donc, ceci est une BMW S1000RR de 2017 et je dois avouer que j'adore la gueule de ce machin. C'est difficile de trouver quelque chose de plus opposé à la RSV4. D'un côté, la sportive italienne avait une sorte d'agressivité un peu gracieuse qui la caractérisait, alors que cette machine a quelque chose de beaucoup plus brut de décoffrage. Elle reste fine bien évidemment comme n'importe quel hypersport devrait l'être, mais c'est beaucoup plus facile de deviner la cylindrée de cette machine-là que celle de la RSV4. Le propriétaire précédent de cette machine a mis beaucoup d'options, beaucoup d'accessoires dessus, et on a du carbone un petit peu de partout, on a un échappement à Krapovic qui est super stylé, vous allez entendre tout à l'heure le bruit, c'est incroyable. Toutes les options qui vont bien, comme les suspensions semi-actives, la machine est vraiment super dotée et ça lui donne encore un look plus agressif et plus sympa que la version originale. L'arrière, je le trouve super sympa, c'est un petit peu la même chose qu'ils ont fait sur la S1000R, enfin c'est celle-ci, la machine originale, et je trouve que vraiment il a un look qui est très agressif, très cool. Pareil, l'avant, la face asymétrique, moi j'ai toujours adoré ça, je trouve que ça lui donne une identité totalement propre, c'est dommage qu'ils aient pas gardé ça sur la nouvelle version, ça lui donne un petit peu le regard d'un boxeur méchant ou d'un bagarreur de rue, je trouve ça génial. Et on a donc une ligne qui est vraiment super cool sur cette machine. Le moteur est aussi une œuvre d'art de BMW qui avait jusqu'en 2009 fait des moteurs un petit peu plus calmes jusque-là. Ici, on a toujours 1000 cm3 mais avec maintenant 199 chevaux. Et même si ces chiffres paraissent un petit peu plus normaux sur les hypersportives modernes, je vais pas dire léger, je suis pas suicidaire à ce point-là, la façon comme il le délivre est, croyez-moi, incroyable et l'expérience que cette machine propose est encore aujourd'hui totalement d'actualité. Il est aussi intéressant de remarquer que cette machine n'est pas Euro 5, c'est une bécane qui est plus ancienne que cette norme-là, et donc le son global et l'échappement est beaucoup plus libéré, vous allez le voir, ça a son importance et je vous le montrerai un petit peu plus tard. Le châssis est relativement conventionnel, c'est une double poutre en aluminium, on retrouve ça et ça fait un travail exceptionnel, mais là où je voudrais attirer votre attention, c'est là-dessus. Regardez-moi la taille de ce bras oscillant. Je n'en ai jamais vu un aussi gros sur une machine de série, c'est incroyable et ça va garantir à la BMW S1000R une stabilité et un maniement qui vont vraiment être super bons. Allez, on va passer à la position de conduite, vous inquiétez pas, cette fois-ci, je n'oublierai pas. Bon, avant toute chose, ceci est une hyper sportive. Merci à tous, n'hésitez pas à vous abonner. La position, c'est ce qu'on peut attendre de la part d'une machine comme celle-là. L'angle vers l'avant est assez prononcé, la pression sur les poignets et le dos est définitivement là. Les repose-pieds sont assez hauts. Toujours est-il que la selle de cette machine est bien plus confortable que beaucoup d'autres hyper sportives, ce qui est un rappel s'il y en a besoin qu'on est en train de conduire une machine BMW. Et vous verrez qu'il y a d'autres petits détails assez sympas à cet égard-là pendant la partie dynamique. Pour conclure, je dirais juste que la machine est un petit peu haute, moins que la RSV4, ça se voit tout de suite, j'ai mes 2 pieds bien à plat au sol sans souci, mais essayez-en une quand même si vous pouvez avant, si vous n'êtes pas très grand, ce sera quand même plus prudent. Ok,
Bon, on a une position de conduite qui est relativement standard, mais avec des surprises assez plaisantes. On en parlera un petit peu plus en détail dans la suite. On a une capacité de réservoir qui est encore plus basse que sur la RSV4, 17 litres et demi, mais comparé à la RSV4, l'appétit de cette moto est bien plus bas, puisqu'on a ici un 6 litres 5 au 100, ce qui est vraiment bas, et sur un trip qui est quand même déjà assez long. Et ces chiffres, eh bien, sont pour ma part tout à fait crédibles, parce que j'ai possédé 2 S1000R, et c'était la consommation que j'avais à l'époque avec cette machine. Peut-être même un peu plus bas, mais moi je roule comme un papy. Finalement, en termes de poids, la S1000RR n'est pas forcément la machine la plus légère qu'il y ait, mais 208 kg, ça reste quand même très léger, et avec ce genre de puissance, le poids, vous allez quasiment pas le sentir, vous inquiétez pas. J'ai vraiment hâte de vous montrer ça. En ce qui concerne la suspension, on a gardé les éléments originaux 46 mm, un fourche inversé, mais avec l'option DDC maintenant qui permet de la rendre semi-active, pilotée, et donc de la contrôler depuis le commodo gauche, d'ajuster son comportement en fonction de l'angle, de l'ouverture de l'accélérateur, les conditions de la route, le mode de conduite, etc. etc. Le freinage, c'est du Brembo, j'ai pas pu trouver la référence, j'ai pas cherché énormément, mais à mon avis, vu l'année, ça doit être du M4.32 ou du M.50. Ça freine excessivement bien, c'est super précis et dosable, vraiment le freinage, il est irréprochable, j'adore ce truc. Il y a de la Durit Aviation en plus, donc ça aide pas mal à garder une endurance constante au niveau du feeling. Vous verrez dans la partie dynamique que tout ça, ça marche vraiment super bien. Finalement, on va parler de technologie. La S1000RR 2017 n'a pas le droit au keyless, un système sans clé, ça c'est pour les modèles les plus récents. Et le tableau de bord va être un petit peu décevant parce que c'est un écran LCD, ça fait un petit peu vieux par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Toujours est-il qu'on a une aiguille vraiment sympa et très racing qui flanque en fait l'écran et qui lui donne un côté super cool. La lisibilité de cet écran est très bonne, le LCD permet de faire ça hein, tout simplement, même si on a du soleil en plein derrière nous, ça va marcher. Et finalement, en termes de technologie pure et d'assistance électronique, la S1000RR n'est définitivement pas obsolète, loin de là. On va avoir 3 modes de conduite de série et 2 de plus si vous prenez l'option. Les suspensions semi-actives, le quick shifter up and down, du contrôle de wheeling, du contrôle de traction, on va avoir un pit limiter pour les stands, on va avoir un launch control, on va avoir un ABS Pro qui va se déclencher avec plus de paramètres que l'ABS standard, et finalement, Dieu merci BMW d'avoir commencé cette tendance, on a des poignées chauffantes et un régulateur de vitesse. Et ça, comme je vous l'ai dit dans l'essai de la RSV4, c'est génial parce qu'il y a beaucoup de gens qui conduisent ces machines au quotidien et qui du coup en fait vont vraiment trouver un avantage, une utilité à avoir quelque chose qui peut les soulager. Donc ça vraiment BMW, merci d'avoir créé ce qui est aujourd'hui l'hypersport la plus confortable du marché. Ce genre de son, seul BMW savent le faire. C'est un 4 cylindres en ligne, mais il a un grognement très métallique que vraiment seule la marque bavaroise est capable de faire à mon sens. On va tourner un petit peu la poignée pour voir ce que ça donne. Clairement, je pense que la scène a été dressée, je sais ce dont cette machine a envie et ce dont moi j'ai envie, donc je vais vous retrouver dans la partie dynamique tout de suite. Bon bah on a un peu une impression de déjà vu là parce que ça fait 2 fois de suite qu'on essaye les aspects pratiques d'hyper sport, donc autant vous dire que c'est pas forcément l'exercice auquel elle se prête le mieux, hein, que ce soit la RSV4 ou la S1000RR, même s'il y a des choses assez intéressantes sur cette machine à dire. Premièrement, bien évidemment, vous vous en doutez, la position de conduite, je répète ce que j'ai dit dans le tour statique, hein, c'est une pure hyper sport, donc on va vraiment avoir les caractéristiques d'une hyper sport, les pièces sont très relevées, on est très basculé vers l'avant avec les poignets et le dos qui sont un peu en appui, hein, qui ressentent de la pression, donc vous n'allez pas forcément vous amuser énormément en ville avec ce genre de machine, tout du moins si vous y restez longtemps. C'est quand même compensé par l'agilité de cette moto qui est proprement confondante, hein. Les 208 kg vous les sentez absolument pas, encore une fois la magie du centre de gravité et du bras de levier que vous pouvez appuyer sur ce genre de moto, ça fait toute la différence et c'est vraiment super agréable. Donc en ce sens, pour le coup, bien joué BMW, votre deuxième hypersport pour ainsi dire aura été une réussite sur la maniabilité. Alors qu'est-ce qu'on en dit de la lisibilité? L'écran est quand même plutôt lisible, je trouve, hein. Le LCD a cet avantage que même s'il y a du soleil dessus, vous allez pouvoir le lire très facilement. C'est peut-être aussi pour ça que BMW l'ont choisi à l'époque, parce qu'ils n'avaient pas vraiment de technologie TFT qui soit utilisable en toutes circonstances. Bien évidemment, ça fait vieillir hein, comparé aux hypersports modernes. C'est pas le plus joli tableau de bord qui soit, même si j'aime beaucoup l'aiguille, je trouve que ça lui donne vraiment un aspect très racing. Après, là où ça peut vite devenir compliqué avec ce tableau de bord, c'est quand vous commencez à aller dans les options racing de la moto, hein. Si vous avez acheté les options qui vont avec, là ça commence à devenir totalement illisible parce qu'en plus la moto elle a des indicateurs de freinage, d'accélération et d'angle, hein. C'était la première moto de série à mon sens à avoir ce genre de choses, donc très cool.
mais malheureusement, eh bien, forcément, ça rend tout un peu plus illisible. Par contre, il suffit juste de réappuyer sur le bouton haut et là, ça va aller. Je vais faire juste un demi-tour ici parce que j'ai pas envie de m'aventurer dans les travaux. Désolé, hein, de toute façon, on parle juste des aspects pratiques de la machine, donc ça n'est pas dérangeant de faire un petit demi-tour. Voilà, en termes d'ergonomie sur les Komodo, eh bien, il y a beaucoup de boutons, mais j'ai toujours trouvé que chez BMW, ils s'utilisaient très très bien. Je sais pas vous dire pourquoi, mais je pense que c'est parce qu'ils sont un peu creusés et du coup, ils tombent bien sous la main. Petit bouton de warning, merci BMW, c'est gentil, ça, juste à l'endroit où il faut, hein, pas comme une certaine Honda Goldwing, mais ça je vais pas en parler. Donc on s'en sert plutôt bien. Alors il n'y a pas de jauge à essence sur cette moto, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, hein, comme sur beaucoup d'hypersport. Néanmoins, on a la range, l'autonomie en fait, donc c'est une sorte de compromis parce que je sais combien de kilomètres il me reste que je peux faire. Donc c'est plutôt une bonne chose, je trouve que à la limite, pourquoi pas, hein, tant qu'on a ça, ça peut permettre de s'en sortir, d'avoir un peu plus d'infos que juste de réinitialiser son trip à chaque fois. Les rétroviseurs sont très très bien, hein, ils sont vraiment excellents. Alors bien évidemment comparé à ceux de la RSV4, mais c'était les Rizoma Stealth, c'était pas ceux d'origine. Ils vibrent pas, ils sont grands, on voit bien dedans. Ils font un peu vieillot maintenant avec cette forme un peu bulbeuse, un peu grosse, mais je trouve que ceux de la Yabusa 2021 par exemple sont déjà un peu plus design. Mais globalement ça fait très très bien le taf et ça jure pas trop avec la ligne globale de la moto. Ah, écoutez ça, écoutez ça. Ça, je vais vous en parler tout à l'heure, mais c'est un truc qui est par défaut hein, sur cette moto. C'est pas l'échappement qui fait ça. Je vous en parlerai un petit peu après. Concernant la consommation de la machine, eh bien écoutez, comme je vous l'ai dit, elle est très très basse. Regardez, j'ai un average à 6,7 litres, hein, une moyenne à 6,7 litres, 1000 cm3, 200 chevaux, et pourtant c'est incroyable. Mais ça, c'est le savoir-faire de BMW en tant que motoriste, hein, c'est très très bien. Et sur mes S 1000R, c'était un peu pareil, j'étais à 6,3 litres, 6,2 litres. Donc vraiment incroyable. Je crois que nous avons en face une petite S 1000R de dernière génération, plutôt chouette. Plutôt chouette d'avoir ce petit croisement un peu fatidique entre les deux sœurs, l'Hypersport et le Roadster. Je pars complètement en cacahuète, hein, je divague un peu, vous inquiétez pas, c'est la chaleur qui fait ça. Salut à toi ami motard. Et donc voilà, la consommation est très très bonne sur cette moto. Alors la génération de chaleur, je vais pas dire que cette moto ne génère pas de chaleur parce que c'est une hypersport, donc je serais en train de mentir, hein, je serais un menteur. J'ai envie de te dire menteur. Menteur. Mais néanmoins, il y a quelque chose qui est assez surprenant. J'étais à l'arrêt hier à un feu et en fait je vois la moto commencer à monter en température, s'arrêter à 103 degrés et redescendre à 102 et faire des allers-retours entre 102 et 103, ce qui montre que la dissipation de chaleur que BMW a mis en place sur cette machine, elle est extraordinaire. Vraiment, ça c'est très très bien joué parce que sur une hypersport aussi puissante, c'est compliqué à faire. Donc on sent de la chaleur bien évidemment, mais c'est pas insupportable. Et quand bien même là il fait 33 degrés, la seule chose, faites attention, même si vous n'êtes pas censé faire ça, ne conduisez pas sans chaussettes parce que la chaleur sort directement en fait au niveau gauche, bien au niveau de la cheville. Et moi hier je l'ai fait et j'ai vraiment failli me brûler parce que ça sort vraiment à cet endroit là quoi. Finalement, la conduite avec passager, vous vous en doutez, j'en avais déjà parlé dans la RSV4, ici ça ne change pas, c'est une catastrophe, c'est une torture. D'ailleurs la selle de base hein, sur cette machine n'y est pas, hein. La selle passager c'est une option payante que le précédent propriétaire a choisi de prendre. Donc Mathilde n'a pas aimé, les repose-pieds sont très hauts, le dos ça fait mal, bref, c'est pas fait pour ça, vous vous en doutez bien. Petit détail quand même, quelque chose dont je vous ai pas forcément parlé, mais vous avez dû vous en rendre compte, Mathilde est très très grande, hein. Elle fait 1m78, donc ça peut peut-être permettre à certains passagers, certaines passagères, un petit peu plus petits, de s'en sortir, mais bon, vous n'allez pas emmener quelqu'un faire un Paris-Strasbourg avec ça. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on en conclut sur cette petite S1000RR concernant la ville? Écoutez, moi je trouve qu'elle s'en sort pas si mal que ça, parce qu'elle est bien maniable quand même, elle dégage de la chaleur, mais pas tant que ça, elle consomme pas trop. Le passager, on oublie bien évidemment. Mais pour le reste, je trouve qu'elle s'en sort plutôt pas mal du tout. Maintenant, bien évidemment, vous savez ce qui nous attend, c'est la partie route ouverte et écoutez ça. Allez, on est parti pour ce qui, je vous le rappelle, était le plus terrifiant moteur de la production à une époque, 200 chevaux, 4 en ligne. C'est parti. Oh putain! Ah, je suis désolé, c'est pas dans mes habitudes de dire des gros mots, mais là, j'ai été un peu secoué là. Oh là 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 là! Mais qu'est-ce que ça hurle! C'est incroyable! Qu'est-ce que ça gueule! Mais c'est dingue! Alors là, je suis vraiment surpris parce que s'il y a bien une chose à laquelle je m'attendais pas, c'est que la RSV4 puisse avoir une sorte de rival au niveau du son. Alors bien évidemment, c'est pas du tout pareil que le grognement rauque de la RSV4.
Mais c'est incroyable, j'ai l'impression à 8000, je suis à 16. Écoutez ça. Je suis qu'à 8. Je suis qu'à 10. Wouh! Indécent ce moteur. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Ah, écoutez ça. J'ai l'impression d'avoir le cul sur un feu d'artifice, c'est génial. Ah, les retours de cette moto. Ah, et ça c'est l'Euro 4. Parce que je crois que cette machine était déjà Euro 4, elle n'est pas Euro 5. Et donc il y avait encore des retours, mais c'est surtout que le volume sonore, mais ils ont homologué ce machin. Parce que je vous le rappelle, hein, l'échappement Krapovic qui est dessus, il est homologué. Hein. Encore un petit peu de récital. C'est indécent, c'est indécent. Ce moteur, il est indécent, c'est un truc de fou. C'est impossible de rester calme avec cette bécane, hein. C'est vraiment impossible de rester calme avec cette machine. Elle est beaucoup trop charmante, elle essaye vraiment trop de faire du charme, c'est impossible de lui dire non, hein. C'est un truc de fou. Le châssis, il est très bon, les suspensions font un excellent boulot et c'est d'une précision redoutable. Et derrière, mais... hallucinant, c'est incroyable. J'ai pas les mots, hein. J'ai pas les mots. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je m'attendais à une machine très pointue, ennuyante en dessous du 8000. Et franchement, je suis en train de tomber amoureux parce que cette moto, elle est vraiment incroyable. Cette moto, elle est vraiment hallucinante. Oh là là, et puis ces retours, mais c'est incroyable, c'est dingue. C'est dingue, ma bonne dame, c'est dingue, on adore. Châssis qui est vraiment précis. Hein. Bon, je sais que sur des ronds-points, c'est pas forcément... meilleur moyen de les démontrer, mais regardez comment ça part. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Freinage, on en pense quoi? Ouf. Ah ouais, ah ouais, c'est très bon. Hein. On refait un petit coup. Ah ouais, non, ça freine très bien. Très bien. Le shifter, il est pas mal, mais il est un peu dur quand même, hein, au niveau du ressenti. C'est pas évident, hein, c'est vraiment, on sent que il faut y aller. Et puis c'est pire au downshift que en haut quand on monte. Donc ça, c'est pas génial. Celui de mon Hayabusa par exemple est bien plus sympa. Mais ce caractère moteur, mon Dieu, ce caractère moteur, c'est n'importe quoi. Je suis quasiment certain. Alors là, je vais faire un pari et peut-être qu'un jour le futur me donnera raison. Je suis presque certain que la S1000RR de nouvelle génération est plus ennuyeuse que celle-là. Plus aseptisée tout du moins. Elle est peut-être plus efficace, hein, plus performante, mais elle est plus aseptisée. Écoutez-moi ce cri. Salut à toi, ami motard. Et là... Oh, c'est hallucinant! C'est hallucinant comment ça gueule. Ah, je suis amoureux, hein. Franchement, je suis amoureux. Vous savez, je suis un petit peu embêté parce que j'aimerais bien avoir des choses positives et peut-être aussi un peu négatives s'il y en avait à dire sur ce genre de machine. Le problème, c'est qu'en fait, quand on arrive à ce niveau-là de moto, les vitrines technologiques des constructeurs, ils laissent rien au hasard en fait. Et les seuls défauts qu'on peut attribuer à une bécane comme celle-là, bah, c'est les défauts naturels d'une hypersport. La position, la chauffe un petit peu, la position du passager, mais on peut pas vraiment reprocher à une hypersport comme celle-là quoi que ce soit au niveau de son comportement, de son moteur et tout. Des fois on peut dire que ces machines peuvent être un peu creuses, hein, parce que c'est la réalité, hein, les hypersports ont tendance à être un peu creuses, mais néanmoins sur cette moto je trouve que c'est pas le cas. Je trouve qu'elle est bien remplie. Alors faut quand même attendre les 5500, 6000 pour qu'elle commence vraiment à se réveiller, alors que la RS V4 qui a 100 cm3 de plus commence un peu plus tôt. Mais en dehors de ça, c'est extraordinaire. Donc écoutez, moi je suis conquis, j'en veux une, hein, c'est clair et net. Je veux une S1000RR. Mais bon, mon problème aussi, c'est que malheureusement des motos, j'en veux beaucoup. Hein. Toutes les motos que j'essaye en règle générale sur la chaîne, il y en a 80% que je veux. Salut à toi, ami motard. Profitez bien de ce temps, mais soyez prudents, je vous en supplie. Faites bien attention à vous parce que je sais que ça donne très envie d'aller rouler ce soleil, cette chaleur, mais soyez bien prudents. Prenez soin de vous. Et puis écoutez, moi je vais vous retrouver pour la conclusion de cette vidéo avec une petite accélération. Je pensais vraiment pas qu'il était possible de trouver quelque chose qui pouvait rivaliser avec la RS V4 en termes de son.
Alors, je préfère toujours la chanson du V4, ne vous méprenez pas, mais ce machin arrive à une seconde place très proche. J'en ai encore des frissons sur mon bras, j'adore cette moto, vraiment. Bon, la concurrence, n'est-ce pas? Alors, pas de problème, mais néanmoins, cette machine n'étant pas une moto actuelle, je vais vous prendre des rivales de 2017. Et c'est une époque qui est intéressante parce que c'est le moment où les Japonais ont commencé à préparer un petit peu leur contre-offensive, et on va donc commencer par l'une d'entre elles, la toute nouvelle Yamaha R1. Cette machine est une légende absolue, un petit peu comme la GSX R1000 chez Suzuki. Comme vous le savez, les légendes ne meurent jamais. Donc, le dernier petit bijou de chez Yamaha affiche 200 chevaux. Énormément de technologie, un châssis ultra précis et agile, et surtout, une des plus légères de son segment à l'époque. Un très solide concurrent qui a énormément contribué à monter les choses d'encore un cran dans le monde des hypersports. Ensuite, on part en Europe, Italie plus précisément. Ducati est toujours resté un petit peu tapis dans l'ombre, pas très loin de ce débat un peu enflammé. Et vous le savez, la Panigale a fait un effet gigantesque lorsqu'elle est sortie. Toujours est-il que ce moteur de 1199 cm3 a été considéré comme un petit peu creux et surtout difficile à utiliser en raison d'un comportement très on-off. Ducati a pris toutes ces choses en considération et a créé cette nouvelle merveille, la Panigale 1299. Alors, beaucoup plus de cylindrée l'exclut totalement du championnat Superbike, mais ça autorise quelques petites fantaisies. La première, 205 chevaux, soit une des plus puissantes de son temps. La deuxième, le couple, 144 Nm, une valeur que aucune hypersportive n'a jamais approchée, hein, croyez-moi. Et non, la H2 et la H2R ne sont pas des hypersports, elles sont beaucoup trop lourdes pour ça. Des torrents de technologie comme Ducati sait en faire, la machine la plus légère de son temps, et le look. Vous savez, j'adore énormément de machines que j'essaye et que je vous montre sur cette chaîne. Mais ce truc est pour moi la plus belle chose avec des roues qui existent de tous les temps. Point barre. Pas la famille globale de la Panigale, non. Ce modèle précis, la 1299. Et je vous jure que le jour où j'ai assez de thunes, ce sera la première hyper sportive que j'aurai dans le garage. Je sais, j'ai parlé aussi de la RSV4, mais ce sera peut-être un petit peu plus tard. Allez, on va finir avec un truc un petit peu plus exotique, je sais que vous aimez ça, et je ne pouvais pas m'empêcher de vous parler de cette moto, la Norton 1200 V4 RR. Alors, vous connaissez peut-être pas Norton, c'est un petit constructeur anglais, mais ils ont fait des motos sacrément énervées, et cette 1200 RR n'a que des technos exclusives. Un moteur V4 fait maison de 1200 cm3 qui développe 200 chevaux et 130 Nm de couple. La Panigale 1299 a eu un petit peu chaud aux fesses. Remarque, ça fera pas beaucoup de différence avec la chauffe moteur. Pourquoi je fais des vannes comme ça? Un châssis en tube d'aluminium très particulier mais aussi très efficace, qui utilise le moteur comme un élément porteur, et pas de rétro. Quoi? T'es en train de nous dire qu'on peut pas utiliser ce machin pour rouler sur la route? Calmez-vous, vous pouvez conduire votre Norton V4 RR tous les jours sans aucun problème. C'est juste dit que ça pourrait être une touche sympa de remplacer les rétroviseurs par des caméras arrière. Hallucinant. Je veux conclure, mais je veux pas conclure. Parce qu'au moment où je le fais, je prends ce machin et je dois le ramener chez Espace Murit. Et je suis tombé amoureux de la S1000 RR. Très amoureux. J'ai déjà possédé 2 S1000 R et ça nous montre quelque chose d'assez important. C'est que les roadsters, quand bien même ils seraient dérivés d'hypersportives, ne sont pas la même chose que leurs homologues de piste. Ne laissez jamais personne vous dire qu'une Tuono est une RSV4 avec un guidon droit, ou qu'une Street Fighter V4 est une Panigale sans carénage. Il y a des vraies différences qui ne vont pas influer que sur la position de conduite et la douleur que vous pouvez ressentir. Non, ça va changer globalement toute votre expérience de conduite. Et bien que ces deux catégories soient absolument indispensables dans cette industrie, je remercie les fabricants de motos du fond du cœur de continuer à produire ce genre d'usine à rêve qui alimente en grande partie notre amour pour le monde de la moto. Cet épisode de Quick Shifter est terminé, j'espère qu'il vous a plu. C'était encore une fois une chance énorme de pouvoir essayer une hyper sportive, vous savez qu'on en a eu pas tant que ça sur la chaîne, donc si vous voulez continuer à soutenir, eh bien n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner pour faire grandir la communauté Roadsters TV, vous savez que plus on est de fous, plus on rigole comme il faut. Je finis mes vidéos un petit peu différemment maintenant, je vous envoie vers 2 liens, c'est à vous de choisir, soit l'essai de la Panigale V4S, moto exceptionnelle,
ou bien si vous voulez rester chez BMW, l'essai de la 1250 GS, c'est la famille, c'est l'Allemagne, on aime bien. Je vous dis bien évidemment à très bientôt sur Roadsters TV, portez-vous bien, kiffez vos motos, salut!